most buzzed about movies this award season, and tonight premiere for Zero Dark Major 30. film critics are raving about a new movie, Zero Dark 30. California premiere tonight the stars of Zero Dark 30 are out for the LA premiere. It's getting a lot of Oscar buzz. Ça devait être un film à succès. Le récit de la mort d'Oussama Ben Laden, relaté par la lauréate d'un Oscar, Catherine Bigelow. Je pense que c'est l'un des grands mystères de notre époque, l'un des grands récits de notre époque, comme il n'y en a qu'un ou deux par millénaire. C'est une histoire très captivante. En coulisses, les détails de l'opération ont été communiqués au cinéaste par la CIA. L'objectif de la CIA est la séduction essentiellement. Et elle a la tâche plus facile avec les producteurs de Hollywood qu'avec certaines de ses cibles. Selon des documents internes de la CIA, les producteurs du film ont eu un accès exclusif à la version des événements de la CIA. C'est logique de miser sur le cheval gagnant. Le film de Mark et de Catherine sera le premier et le plus grand. Il a le meilleur financement et il est mené par 2 lauréats d'Oscar. Bien des gens qui, comme moi, ont couvert la traque de Ben Laden n'ont pas eu ce genre de coopération de l'agence pour raconter ce qui s'est passé de l'intérieur. À l'écran, des images dures des interrogatoires brutaux, décrits comme essentiels à la réussite de l'opération par la CIA. When you lie to me, I hurt you. Where was the last time you saw Bin Laden? Where was the last time you saw Bin Laden, huh? Le film a donné aux Américains l'impression que la torture a été efficace et que sans cela, on n'aurait pas pu remonter la piste jusqu'à Abbottabad et trouver Ben Laden. Give me the information I need. Je suis sortie durant la projection du film. Le visionnement a commencé et au bout de 15 ou 20 minutes, je suis sortie. Je n'en pouvais plus. Parce que c'est tellement faux. La sénatrice californienne Dianne Feinstein a présidé la commission sénatoriale sur le renseignement. Durant des années, Feinstein et d'autres démocrates ont relaté une autre version des événements, très différente de celle de la CIA. C'est une sorte de propagande pour faire croire à la population que c'est ce qui s'est passé, alors que les faits démontrent le contraire. Les sénateurs ont été les seuls à avoir accès à une masse de documents très confidentiels, gardés dans un lieu tenu secret par la CIA. Dianne Feinstein a mandaté le comité de mener cette énorme enquête. Elle avait pour objectif d'évaluer ces méthodes. La torture était-elle efficace? Durant des années, les enquêteurs du Sénat ont fouillé l'un des programmes les plus secrets de la CIA pour trouver des réponses. Les 6 millions de pages des documents internes de la CIA relatent les événements. Elle parle du programme, des prisonniers détenus par la CIA. Elle parle des câblogrammes entre le siège social et les agents sur le terrain. Ce sont des mémos qui parlent des résultats des interrogatoires. C'est essentiellement le récit interne de la CIA de son propre programme. Une fois le rapport rédigé, il y a eu un dur débat politique sur la pertinence de le publier. En décembre 2014, Feinstein a eu gain de cause. Le rapport a été imprimé. Et maintenant, on peut comparer les deux récits. D'un côté, le document du Sénat. De l'autre, la version interne de la CIA. Ce que la CIA a fait. Et si c'était nécessaire. Secret, politique et torture. Près de 500 pages et des milliers de notes en bas de page.
Le rapport critique vertement la CIA. Voici le résumé analytique, la version déclassifiée, et il est assez épais. J'ai rencontré les auteurs de ce document récemment et j'ai demandé à la blague où elle reste. Est-ce que je peux l'emporter? Et ils ont répondu, pour cela, il vous faudrait une brouette. À la CIA, on dénonce ce rapport. Un homme y est mentionné plus de 200 fois. Le procureur en chef de la CIA, John Rizzo. Cette chose a été colligée. On a tiré des conclusions et porté des accusations sans qu'aucun des rédacteurs n'ait la courtoisie de nous parler. C'est un coup monté contre plusieurs d'entre nous. Le récit de John Rizzo et le récit du rapport commencent le même jour. J'étais assis à mon bureau ce jour-là au dernier étage du siège social de la CIA. Je me concentrais sur cette journée des plus horribles et j'ai écrit « capturer, détenir et interroger ». Capturer, détenir et interroger. Selon Rizzo, la CIA n'avait pas fait cela depuis des décennies. Le seul mot que j'ajouterais au « capturer, détenir et interroger » de John Rizzo serait « apprendre ». Nous avions bien des choses à apprendre. John McLaughlin est alors le directeur adjoint de la CIA et le patron de John Rizzo. Le sentiment d'effroi devant l'inconnu était énorme. Nous sentions qu'il nous incombait de manière singulière de protéger le gouvernement des États-Unis de ces terroristes. En moins d'une semaine, les mots griffonnés par Rizzo vont se transformer en l'une des plus grandes autorisations secrètes de l'histoire des États-Unis. Le président a autorisé un programme secret accordant à la CIA des pouvoirs inédits en matière de contre-terrorisme. On accorde essentiellement à la CIA le pouvoir de jouer un rôle illimité dans la guerre au terrorisme, d'aller plus loin sur le plan des opérations secrètes et de leur mise en œuvre. We'll have to work toward the dark side, if you will. We're going to spend time in the shadows. Is that there was a before 9/11 and there was an after 9/11. Did it all begin and why do they... À la CIA, à 17h presque tous les jours, des agents du centre du contre-terrorisme viennent informer les patrons du 7e étage. Ils craignent une deuxième série d'attentats. C'était tendu. Les paramilitaires des activités spéciales et tous les analystes venaient informer les dirigeants. On pressentait de plus en plus le danger. Et durant des mois après le 11 septembre, Rizzo entend le nom d'un suspect que la CIA vise tout particulièrement. Le rapport sénatorial en parle. On avait établi qu'Abu Zubaydah connaissait très bien les projets d'attentats terroristes d'Al-Qaïda. Son nom revenait souvent lors des réunions. Abu Zubaydah était un psychopathe engagé et impitoyable. On le considérait dans le monde entier comme une personne clé dans la hiérarchie d'Al-Qaïda. En mars 2002, ils apprennent qu'Abu Zubaydah se cache près de la frontière indienne à Faisalabad, au Pakistan. Il est chez lui. Ils encerclent la maison et la fusillade éclate. Il a failli mourir lorsqu'ils l'ont capturé, d'une balle au ventre. Une partie de moi disait « J'aurais préféré qu'il meure », mais une autre partie de moi disait « Dieu merci, il est vivant, on peut lui parler, lui extirper quelque chose ». On ne va plus jamais voir Abu Zubaydah en public. On le transporte en secret dans un site noir en Thaïlande. La CIA n'avait pas de prison. Personne d'autre, y compris les militaires, ne voulait ces prisonniers importants. On devait les garder quelque part, en vitesse. Et ça a été le début des sites noirs. Ils l'ont gardé caché à l'orée de Bangkok,
en espérant vivement qu'il leur parle du prochain attentat. Nous n'avions jamais, durant ma carrière, détenu quelqu'un contre son gré. C'était inédit à la CIA. Ils savent que le FBI a des interrogateurs. À contre-cœur, ils font appel à l'un d'eux, Ali Soufan. Il s'agit d'établir un rapport avec un individu. Il faut qu'il y ait une sorte de chimie, de confiance. Parce que pour qu'il vous dise quelque chose, il doit sentir qu'il peut vous faire confiance. Ali Soufan est musulman. Il connaît le Coran et c'est un agent spécial du FBI. Il peut entrer dans une pièce, parler arabe et percevoir les points sensibles de la personne qu'il interroge. Soufan entreprend de gagner la confiance d'Abu Zubaydah. Les premiers mots qui sont sortis de la bouche d'Abu Zubaydah ont été « Je suis ici pour coopérer ». Soufan lui montre les photos de personnes recherchées par le FBI sur un ordi de poche. Et il y a une percée étonnante. Zubaydah identifie un homme. Abu Zubaydah a révélé aux agents du FBI qu'un membre d'Al-Qaïda appelé Mokhtar était le cerveau des attentats du 11 septembre. Mokhtar est le terroriste en fuite, Khalid Sheikh Mohammed. Nous ne savions pas que Khalid Sheikh Mohammed était membre d'Al-Qaïda. Ça a été un progrès énorme. Mais à Washington, Rizzo affirme qu'il lui a dit que l'agent du FBI, Ali Soufan, aurait dû en apprendre davantage. Il a été trop mou avec Abu Zubaydah. Nos agents étaient convaincus que les techniques traditionnelles d'interrogatoire du FBI n'allaient pas donner de résultats avec un psychopathe impitoyable et rusé comme Zubaydah. Il fallait donc recourir à une autre approche, plus agressive. Il va de soi pour Rizzo qu'il doit faire appel à un interrogateur spécial. Que le CTC utilise le psychologue Grayson Swigert pour vaincre la résistance aux interrogatoires d'Abu Zubaydah. Dans le rapport sénatorial, Grayson Swigert est le pseudonyme officiel de cet homme, James Mitchell. Mitchell et son collègue Bruce Jessen sont d'anciens psychologues de l'armée de l'air. Mes gars étaient convaincus que c'étaient des experts. Ils ont dit qu'ils étaient confiants que les techniques de ce genre pouvaient venir à bout d'un personnage intransigeant comme Abu Zubaydah. Ils avaient dirigé un programme appelé SEER pour l'armée de l'air. C'est l'acronyme de survie, esquive, résistance et évasion. Ce programme enseigne aux soldats américains comment survivre s'ils sont capturés et torturés. Le programme SEER que Mitchell et Jessen voulaient décortiquer remonte à la fin de la guerre contre la Corée. Des bénévoles sont soumis aux techniques de lavage de cerveau des communistes chinois. Mitchell et Jessen avaient mis au point des méthodes d'interrogation qui s'inspiraient de celles des Nord-Coréens et des Chinois durant les années 50. Des tentatives absurdes de lavage de cerveau que nous avions toujours vues comme symbole de tyrannie. L'arsenal psychologique, le confinement au trou durant des heures. Durant l'interrogatoire, on mitraille parfois le prisonnier de question durant des heures. C'était très discutable dès le début, mais ils n'y ont pas pensé à deux fois. Ils étaient désespérés. Ils voulaient quelqu'un qui avait la réponse et James Mitchell et Bruce Jessen ont dit qu'ils l'avaient. Abu Zubaydah est en Thaïlande depuis 2 semaines quand James Mitchell arrive. Il est temps de se montrer plus dur. Sa vie va prendre un mauvais tournant. La nudité, la musique, forte, la privation de sommeil. Dans la cellule d'Abu Zubaydah, l'agent du FBI, Ali Soufan, assiste à la mise en œuvre de la théorie de la CIA. C'était très frustrant parce que je pensais que ça n'allait rien donner. Ce gars-là a reconnu qu'il n'a jamais mené d'interrogatoire de sa vie. Il ne sait rien des extrémistes islamiques. Et voilà qu'il mène le bal. À un moment donné, Soufan est dans une telle colère qu'il fait un appel téléphonique sécurisé au siège social du FBI. Il dit « Je vais arrêter ces gars-là ». Il parle des hommes de la CIA et non du membre d'Al-Qaïda qu'ils interrogent.
Le siège social du FBI ne veut pas s'en mêler. On rappelle Soufan. Mitchell et la CIA ont les coudées franches. Ils veulent interroger Abu Zubaydah encore plus durement. Ils rédigent la liste de ce qu'ils veulent savoir et l'envoient à Washington. Elle parvient à Rizzo au 7e étage. J'ai immédiatement perçu que ce serait en soi très problématique pour la CIA. Je ne savais pas quand ni comment. Il parle de techniques d'interrogatoire renforcées ou EIT en anglais. Rizzo écrira plus tard que ce nom trop doux était trompeur. Swigert, Mitchell, a fourni une liste pouvant être utilisée par la CIA. 1. Secouer le prisonnier. 2. Le frapper contre le mur. 3. Lui retenir le visage. Ça inclut la privation de sommeil, la simulation de noyade où il est sanglé à une planche et arrosé d'eau pour provoquer une sensation de noyade, et plusieurs autres techniques atroces. Après la réunion de 17 heures, on montre la liste au directeur George Tenet. La réaction de George Tenet a été de se tourner vers moi, selon son habitude, et de dire « Est-ce légal ?» C'est ce qui le préoccupait. Je n'ai pas souvenir qu'il ait paru dégoûté ou enthousiaste. Comme je le disais, il s'est aussitôt tourné vers moi et il m'a demandé si on pouvait faire ça en toute légalité. Rizzo fait face à un problème de taille. Un traité international interdit la torture et tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant. La loi est claire. On ne peut pas soumettre quelqu'un au simulacre de noyade, le priver de sommeil durant 10 jours ou le frapper contre un mur, des choses du genre. Mais au sein de la bureaucratie de la CIA, c'est à Rizzo qu'il incombe de les faire autoriser. J'ai bien compris que de toute façon, un jour nous serions foutus. Et l'aspect moral? Franchement, je tenais surtout à établir de manière certaine si oui ou non ces techniques outrepassaient la limite légale de la torture. C'est le premier aspect qui a retenu mon attention. L'aspect moral, bien sûr. J'avais une opinion là-dessus, mais je ne voyais pas cela comme mon rôle principal. La CIA était devant un vrai dilemme. D'un côté, on savait que ce programme serait litigieux. De l'autre, on s'est demandé s'il ne serait pas aussi immoral si des milliers d'Américains mouraient si on échouait à obtenir ces renseignements. S'il y avait un autre 11 septembre, ne serait-ce pas immoral? C'est le dilemme auquel on faisait face, et nous avions l'obligation morale de protéger les États-Unis. A stark reminder of the new terror climate in America. Plots against U.S. shopping centers, banks, the Statue of Liberty. Rizzo se rend à Washington pour vendre le programme. D'abord au département de la justice, où il répète ce qui est désormais l'argumentaire de la CIA. Les techniques d'interrogatoire renforcées sont essentielles. Abu Zubaydah est un des plus grands dirigeants d'Al-Qaïda et qu'ils sont certains qu'il détient des renseignements. Les procureurs du département de la justice concluent que ces techniques ne vont pas infliger de graves souffrances mentales et physiques. Elles sont donc légales. Bien que le sujet puisse ressentir la peur ou la panique associée à la sensation de noyade, le simulacre de noyade n'inflige pas de douleur physique. Ils approuvent les techniques d'interrogatoire renforcées. L'étape finale, la signature de la Maison-Blanche. Je ne voulais pas que la CIA agisse seule. Je voulais, comme George Tenet, obtenir de la Maison-Blanche un oui ou non ferme, en termes de politique et de moralité. La conseillère à la sécurité nationale, Condoleezza Rice, et le vice-président Dick Cheney doivent donc connaître les détails et les approuver. Le président Bush a essentiellement posé 2 questions, très simples. La première, est-ce efficace? Et la deuxième, cette proposition est-elle légale? Le directeur de la CIA lui a dit que les techniques seraient efficaces et il a insisté sur ce point. Et le procureur général des États-Unis a dit au président que les techniques proposées étaient légales. Le 2 août 2002,
la Maison-Blanche autorise officiellement le programme d'interrogatoire renforcé de la CIA. Rizzo a la protection politique et légale dont il a besoin. En Thaïlande, 2 jours plus tard, James Mitchell se prépare à confronter Abu Zubaydah. Vers 11h50, le 4 août 2002, les préposés à la sécurité entrent dans la cellule d'Abu Zubaydah. Ils le menottent et lui mettent une cagoule. Ils suivent la liste, lui retirent sa cagoule et sa serviette. Il est nu. Ils le saisissent au visage, le ruent de coups, lui enroulent une serviette au cou. Vers 18h20, Abu Zubaydah subit le simulacre de noyade pour la première fois. Durant plus de 2h30, Abu Zubaydah tousse, vomit et il a des spasmes involontaires du torse et des extrémités. Ils ont certainement mené Abu Zubaydah à un stade de désespoir terrifiant. La rupture psychologique. Il était perdu mentalement. Tous les jours, des employés de la CIA notent ce qui se passe. Le 4e jour, la première session d'aujourd'hui a gravement affecté tous les employés présents. Il semble que l'opinion du groupe soit qu'il ne faut pas aller plus loin. Même le personnel de l'agence, qui participe à l'interrogatoire de Zubaydah, finit par être convaincu qu'on ne peut lui extirper rien d'autre, qu'il ne reste rien, qu'il a coopéré pleinement. Mais le siège social insiste. L'équipe doit poursuivre l'interrogatoire. On nous répondait « Essayez de nouveau, plus fort, intensifiez les mesures ». Les interrogatoires ont donc gagné en intensité et en dureté. Et ça a continué durant 11 journées de plus. En tout, Abu Zubaydah a passé 266 heures dans une boîte de la taille d'un cercueil et 29 heures dans une cage plus petite, 53 cm sur 76 sur 76. Le rapport sénatorial n'a trouvé aucune preuve à l'effet qu'après avoir été soumis à ces traitements brutaux, Abu Zubaydah ait fourni le moindre renseignement important qu'il n'ait déjà fourni lors de son interrogatoire par le FBI. Puis, la dernière révélation choquante. La CIA a dit au monde entier qu'elle croyait que c'était un lieutenant d'Oussama Ben Laden, au fait de tous les complots d'Al-Qaïda. Le rapport sénatorial sur la torture montre clairement que rien de cela n'est vrai. Abu Zubaydah n'était pas un membre important d'Al-Qaïda. Mais aux réunions de 17 heures, d'autres idées reçues prévalent. On ne discute pas des plaintes à propos des sites noirs. Après les réunions de 17 heures, toutes les réunions de 17 heures, aucun des participants de ce programme ne m'a mentionné à aucun moment que le programme n'était pas efficace. Je m'en serais souvenu. Et je n'ai jamais entendu cela. On dit à Rizzo que le programme est une réussite. Et Mitchell et Jessen câblent qu'on devrait l'utiliser avec d'autres détenus. Le câblogramme recommande que la phase agressive du site de détention Green serve de modèle pour les interrogatoires futurs de détenus de grande valeur. Et la CIA applique alors ce programme à de nombreux détenus, dits de grande valeur, qu'on envoie aussi dans des prisons secrètes. Abu Zubaydah n'a été que le premier. Juste en 2002, la CIA a capturé et emprisonné des dizaines de détenus. Elle a ouvert d'autres sites noirs, en Lituanie, en Roumanie, en Afghanistan, en Pologne. Le rapport du Sénat décrit les abus, les cas où les interrogateurs sont allés au-delà de ce qui était autorisé. Un détenu menacé avec une perceuse sans fil, d'autres immergés dans l'eau glacée, l'alimentation rectale forcée, un prisonnier enchaîné debout à un mur durant 17 jours. Plusieurs de nos problèmes ont eu deux causes. Premièrement, l'inexpérience. Et deuxièmement, le fait qu'on faisait des choses inédites. Et je pourrais en ajouter une troisième.
Nous étions en guerre, et ça peut donner lieu à des choses déplorables. Maintenant, la capture d'un important acteur, Khalid Sheikh Mohammed, KSM. Si ce programme avait été conçu pour une personne en particulier, ce serait Khalid Sheikh Mohammed. Il le transporte au site noir de la Pologne. L'interrogateur en chef envoie un courriel au siège social de la CIA. À la ligne du sujet, il écrit « Allons-y avec le nouveau ». Le psychologue James Mitchell l'attend. Il a converti son travail pour la CIA en une entreprise lucrative. Au fil des années, la CIA va verser à son entreprise 81 millions de dollars. Pas question d'y aller par étapes. Il commence de la manière la plus brutale avec Khalid Sheikh Mohammed. Les simulacres de noyade commencent. Ils lui font subir le simulacre de noyade 183 fois. On soumet KSM à des interrogatoires intenses, au choc contre le mur et à d'autres simulacres de noyade. 1 heure plus tard, KSM se dit prêt à parler. Je suis à l'écoute au moment où ça se déroule, et ils obtiennent des renseignements très utiles de lui. Il devient carrément volubile. Khalid Sheikh Mohammed leur raconte qu'il a envoyé un de ses agents dans l'État du Montana dans le but de recruter des Afro-Américains pour mener un complot terroriste. Mais le FBI ne trouve rien. KSM a menti. Il le reconnaît à la reprise des interrogatoires. Il a expliqué qu'il a fabriqué ce récit. Il était alors soumis à des mesures renforcées et il a simplement dit aux interrogateurs ce qu'il voulait entendre, selon lui. Khalid Sheikh Mohammed parlait, mais reste à voir ce qu'il leur livrait dans les faits. KSM retenait des renseignements où il mentait à propos de complots terroristes et des agents qui visaient les États-Unis. Traiter avec des meurtriers endurcis, ce n'est pas de la tarte. Ils mentent parfois. KSM a menti par moments. Mais plus souvent qu'autrement, il nous a donné des renseignements qui se sont avérés. Et on a appris à distinguer les mensonges de la vérité. Le rapport du Sénat en présente une autre version. De nombreuses fiches de la CIA décrivent l'inefficacité des techniques d'interrogatoire renforcées de la CIA pour obtenir la collaboration de KSM. Je pense qu'il est important que l'on sache que le fait d'avoir soumis KSM à 183 simulacres de noyade n'a rien donné. D'après les normes de la CIA, l'agence n'a pas obtenu de renseignements utilisables, non disponibles autrement. Durant 2 ans, le programme des interrogatoires renforcés de la CIA est resté un secret bien gardé à Washington. Puis, au printemps 2004, les premiers indices de problème. Même si la prison d'Abu Ghraib en tant que telle n'est pas un site noir de la CIA, ni un centre dirigé par la CIA, les images sont tellement macabres qu'elles nous interpellent et ça a provoqué la panique au gouvernement américain sur ce qu'il était advenu des États-Unis. C'est à ce moment, selon moi, que le courant s'est inversé d'une manière fatidique et irréversible contre le programme de la CIA. Il s'est retrouvé dans cette nouvelle controverse sur la manière dont les États-Unis traitent leurs prisonniers. Mais au 7e étage de l'immeuble de la CIA, John Rizzo fait face à un problème plus grave. Il y avait des vidéos datant de l'été 2002. Cachées en Thaïlande, des vidéos des interrogatoires menés d'Abu Zubaydah. On m'a dit que si ces vidéos avaient été diffusées, on n'aurait pas survécu à la réaction du monde entier. La CIA était en état de panique. Ces vidéos incendiaires lui brûlaient les mains. Cet homme, José Rodriguez, l'officier en chef des opérations de la CIA, sait à quel point ces images sont dangereuses et il veut les détruire. José Rodriguez voulait détruire cela dans l'œuf. Il a lancé l'idée
de détruire les vidéos afin qu'elles ne soient jamais diffusées. Et ça a rendu tout le monde nerveux. Oh là, un instant. Est-ce que ce sera perçu comme une dissimulation criminelle si on fait ça? Après avoir appris l'existence des vidéos, Rizzo demande à Rodriguez de ne pas les détruire. Puis, une nouvelle troublante. L'un de mes procureurs du Centre du contre-terrorisme m'envoie un câblogramme au siège social. Un message très bref qui dit « Selon les directives du siège social, les vidéos ont été détruites. » Après 25 années à la CIA, je pensais que plus rien ne pouvait m'étonner, mais j'ai été sidéré en lisant ce message. José Rodriguez a ordonné la destruction des vidéos. Au 7e étage, on prend une décision. Presque personne ne sera informé de ce qu'il a fait. Mais la CIA n'était pas au bout de ses problèmes. Une décision de la Cour suprême va compromettre les agents de la CIA eux-mêmes. En juin 2006, le tribunal statue que les détenus du gouvernement américain, y compris ceux de la CIA, sont couverts par la Convention de Genève. Et une déclaration du tribunal retient l'attention de John Rizzo. La Cour suprême dit carrément que c'est un crime de guerre selon la loi fédérale, passible d'une peine pouvant aller jusqu'à la prison à vie. Tous ceux qui ont participé à ces pratiques risquent donc de faire l'objet de poursuites pénales. Rizzo croit que lui-même et d'autres agents de la CIA qui ont participé au programme risquent une incarcération à vie. Tandis que le climat politique et juridique se retourne de manière radicale contre la CIA, à la Maison-Blanche, on exerce de fortes pressions pour mettre fin au programme, définitivement. La secrétaire Rice avait longtemps douté de ce programme, et maintenant, ça la gênait considérablement. Finalement, Rice réagit et elle joue son atout en disant « Monsieur le Président, évitez que ce ne soit votre legs. Vous ne voulez pas qu'on dise cela de vous. » Et elle dit en somme « le président de la torture ». L'argument de Rice semble avoir prévalu. Le président va s'adresser à la nation. Bien des gens qui voulaient la fin de ce programme pensent qu'on va enfin admettre qu'il faut maintenant tourner la page. Mais le discours en sera un de déni. La CIA n'a rien fait de répréhensible. I want to be absolutely clear with our people and the world. The United States does not torture. It's against our laws and it's against our values. I have not authorized it and I will not authorize it. Et le président explique pourquoi ce programme était nécessaire. That questioning the detainees in this program has given us information that has saved innocent lives by helping us stop new attacks. Ce n'est pas un discours où il dit « on a fait ça après le 11 septembre et on le regrette, on n'aurait jamais dû faire ça ». Il dit « finalement, on en a retiré des éléments très valables ». À l'insu de Condoleezza Rice, les rédacteurs des discours du président ont été brefés par la CIA sur l'efficacité présumée du programme. Ça s'est avéré une défense beaucoup plus robuste de ce qu'ils ont fait et l'assertion que ces techniques d'interrogatoire ont effectivement donné des résultats. Sans dévoiler les détails choquants du programme, le gouvernement va convaincre le Congrès républicain de le maintenir. Et il y a autre chose. L'un des petits éléments peu remarqués de cette loi, c'est qu'elle accorde l'immunité à tous ceux qui ont participé à ce programme à la CIA. Et pas seulement à la CIA, en fait. Cette immunité couvre tous ceux qui ont eu quoi que ce soit à voir avec ce programme, jusqu'au vice-président. Nous voilà un an plus tard, en 2007. On a appris que l'agence avait des images qui documentaient les premières interrogations
et qu'elle a détruit ces preuves. First, we learned today that the CIA videotaped the interrogation. One of the tapes is believed to have shown CIA agents waterboarding. were destroyed 2 years ago on the orders of a top Le secret de John Rizzo est éventé. J'ai vu immédiatement que c'était l'un des pires scénarios de cauchemar pour la CIA. Rizzo craignait tout indice de dissimulation pouvant irriter le Congrès. Rien n'irrite plus le Congrès que cette chaîne d'événements. Mais le directeur Portegas l'a dit aux dirigeants du Congrès il y a 2 ans. Pour en avoir la confirmation, il appelle Portegas. J'ai dit, Porter, vous souvenez-vous que nous avions réparti les responsabilités? J'allais en informer la Maison-Blanche et vous, les dirigeants du comité sur le renseignement du Capitole. Je n'oublierai jamais la suite. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil et Porter a dit, eh bien, en fait, je pense que je n'en ai jamais parlé aux dirigeants du comité sur le renseignement. La phrase qu'il a dite a été « le moment propice ne s'est pas présenté ». Le comité sénatorial du renseignement était furieux. On en prend conscience. Pourquoi ont-ils détruit ces vidéos? Il n'y a qu'une raison, et c'est que certaines personnes voulaient que ces renseignements ne soient jamais connus. Ils prennent alors conscience du fait qu'ils doivent mener leur propre enquête indépendante. Democrats are laying the groundwork for further inquiry into why Congress was not told and how much. Il se dote en secret d'un bureau au sous-sol en Virginie. Et des recherchistes entreprennent d'éplucher les 6 millions de pages de cablogrammes, de courriels et de documents de la CIA. La CIA a maintenant un nouveau directeur, Leon Panetta, nommé par le président Obama en 2009. On met fin au programme et Panetta ordonne une enquête parallèle. Ce n'était pas inédit pour un directeur de la CIA. Avant de remettre des documents à ce comité d'enquête, on veut connaître le contenu de ce qu'on lui donne, ne serait-ce que pour le bien de l'institution. Les 2 enquêtes se poursuivent en secret. Puis en 2011, la mort d'Oussama Ben Laden relance le débat public. Where was the last time you saw Bin Laden? Et les écrans projettent la version de la CIA. Les techniques d'interrogatoire renforcées l'ont mené à Ben Laden. Got a possible jackpot. Roger that. This is Red 02. Geronimo, Forgotten Country. Geronimo, target secure. Commence SSE. Des millions d'Américains sont désormais convaincus de l'efficacité des techniques d'interrogatoire renforcées. Any station, this is Red 02. We need a body bag. Les films, comme Opération Avant l'aube, ont une influence énorme. Bien des gens les voient et ils se forgent une idée des événements à partir d'un film de ce genre, bien plus que des innombrables reportages ou des messages télévisés. Mais dans leur bureau, les enquêteurs du Sénat documentent leur propre version du récit. En épluchant les documents de la CIA, ils font une trouvaille étonnante. Ils tombent sur le bilan très secret de Leon Panetta. Si je comprends bien, on a trouvé le bilan de Panetta un jour parmi divers documents. Et en le lisant, l'équipe a évidemment jugé qu'il était pertinent. Les enquêteurs du Sénat croient qu'ils détiennent une preuve irréfutable. Un rapport interne de la CIA qui contredit de manière directe la position officielle de l'agence. Tout le monde a compris à quel point ce rapport était épineux et potentiellement explosif. Et ils ont veillé à ce qu'il ne disparaisse pas comme les vidéos des interrogatoires de la CIA. Alors un soir, les employés du Sénat ont imprimé les éléments clés du bilan de Panetta. Ils ont traversé le Potomac en secret
et ils l'ont mis en sûreté au Capitole. Il est sous les verrous dans cette pièce. Seuls les membres du comité sur le renseignement peuvent le lire. Mais il n'y a que les démocrates qui l'ont fait, dont Mark Udall. Le bilan de Panetta est un ensemble de documents colligés avec soin. On devrait le déclassifier. Il confirme les conclusions du personnel du comité. Les sénateurs affirment que le rapport final du Sénat va faire la conclusion du bilan de Panetta. Le programme était brutal, mal géré et inefficace. On a examiné 20 cas où le gouvernement a soutenu que ces techniques étaient efficaces et on a constaté que ce n'était pas vrai. Les représentations de la CIA étaient inexactes et non appuyées par les dossiers de la CIA. La CIA déclare que le bilan de Panetta n'est qu'une ébauche interne. Et elle critique vertement le rapport du Sénat en insistant sur le fait que ces interrogatoires ont sauvé des vies. Quand je vois ce rapport, j'ai l'impression qu'ils sont partis de leurs conclusions, qu'ils ont examiné 6 millions de pages de documents, un nombre inédit, à l'affût de fragments de clavardage et de courriels pris hors de leur contexte, et qu'ils les ont assemblés pour étayer ce qu'ils voulaient démontrer en partant. Le nouveau directeur de la CIA nommé par Obama, John Brennan, refuse de publier le bilan de Panetta et il s'arrange pour que la majeure partie du rapport de 6000 pages reste classifiée. Ce qu'on a publié, ce n'est qu'un résumé, quelques 450 pages. Le vrai rapport n'a pas été déclassifié. Et il décrit l'intégralité de ce qui s'est passé. Pour l'instant, Feinstein ne peut pas faire grand-chose pour que le rapport complet soit déclassifié. À l'automne 2014, le Congrès a changé de main. Les républicains sont maintenant aux commandes. Le sénateur du Colorado, Mark Udall, a été défait. Dianne Feinstein a été remplacé à la présidence du comité sur le renseignement par le républicain Richard Burr. Burr rappelle tous les exemplaires du rapport classifié de 6000 pages. Il refuse de lire le bilan de Panetta. Et il promet de le restituer à la CIA. Le vrai combat se joue maintenant pour l'histoire. Il n'y aura plus d'enquête. Il n'y a pas d'autres conséquences juridiques connues à ce stade. Et il n'y a pas de débat sur les politiques. Pourquoi cela s'est-il produit? Était-ce justifié? Injustifié? Et comment les générations futures devraient-elles évaluer tout cela?